Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 68e épisode du 7e Argument, et j'ai arpenté la jungle de Pandora pour venir jusqu'à vous ce soir, et bien évidemment en 3D, pour parler du film qui va enflammer, je pense, les salles en ce mois de décembre. Bien évidemment, Avatar 3 de feu et de cendres. Et pour parler avec moi de cette grosse sortie, j'ai le plaisir d'accueillir deux autres de mes confrères de Pandora, à savoir Mathieu. Bonsoir à vous derrière votre écran. Salut Mathieu. Mathieu En 3D. qui en 3D des années 80, mais en 3D quand même, tout à fait. Et je vais accueillir, je ne sais pas si c'est Jack Sully dans les coulisses, si c'est un autre Navi, mais je ne sais pas. En tout cas, il est là, il est beau. C'est Virgile. Salut Virgile. Et salut à vous derrière votre écran. Bon allez, trêve de plaisanterie. On va se mettre dans le thème. Bonsoir. Oh là 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 là. Oh là là. C'est Quaritch à la fin du film. Quaritch, ouais. Exactement. Attendez, je le vais mettre en grand écran. Il faut quand même voir ce grand homme. Comment je fais pour le mettre en grand? Ça va être ici. Je crois que c'est ça. Oh là, je suis mais plus du tout. Il est beau comme un film de James Cameron. Parfait. Incroyable ce petit Virgile. Très très bien joué. Alors j'ai dit à Virgile, ouais Virgile, si t'es dispo avant, on peut tourner avant. Il m'a dit non. Tu m'as dit 21h. Ça voulait dire m'embête pas, il faut que je me maquille avant. Il y a un peu de ça. Vrai Marines. Bien joué. Bien joué. Bon, ça sera dans le top des cosplays de Virgile. Après, quand même, celui d'Hunger Games qui m'avait beaucoup bluffé. Ouais. À Hunger Games, j'avais mis aussi le paquet sur la partie sur le montage vidéo aussi. Tout à fait. Bon, messieurs, très content de vous avoir avec moi, et je ne pouvais pas parler d'Avatar, bien évidemment, sans Virgile. Dans la vidéo de 2022, donc on avait parlé du Avatar numéro 2. Je vous mets le lien en description. Vous pourrez aller voir notre avis à l'époque, et moi personnellement il n'a pas changé, j'ai revu un petit peu ce qu'on avait dit, et bien évidemment à l'époque on disait qu'avec Virgile on se connaissait depuis la sortie du premier Avatar. C'est vrai que notre amitié dure depuis déjà 2009, et écoutez, elle continue encore 3 ans plus tard, et on est encore ensemble pour parler d'Avatar 3, donc je suis très content de parler de feu et de cendre avec vous, messieurs. Bon, on a du coup bien parlé du Avatar 2 à la dernière fois. Mathieu, Virgile, très rapidement, avant qu'on se lance dans le vif du sujet, quelle était votre attente par rapport à ce 3e volet, qui était aussi fort attendu, mais bien plus rapide en salle? On n'a pas attendu 13 ou 12 ans, c'était combien, je ne sais plus, 13 ans. Ouais, dans ces eaux-là. Donc Mathieu, toi, quelle attente avais-tu face à cet Avatar 3 qui vient de débarquer dans les salles? Avatar 1, pour moi, c'était grand spectacle, mais sinon, j'avoue que j'étais resté un petit peu extérieur quand même, donc j'avais quand même bien apprécié, j'avais mis 4 sur 5. Le 2, c'était plutôt je m'emmerde un brin quand même, c'est joli, mais ça vaut pas la découverte du 1. Donc là, par contre, c'était plutôt du 3 sur 5. Et là, je ne dis pas la note, mais c'est comme le 2 en mieux, c'est-à-dire comme le 1 en moins bien. Ok. Je voulais la placer celle-là. Très bien. Bon, toi Virgile, tu avais forcément adoré le premier que tu as poncé même sur la BO, et tu avais été quand même plutôt bien, t'avais plutôt bien accroché au 2, même si tu avais quelques petites réserves, mais tu avais une bonne note, tu avais une 4,5 à l'époque. Oui, mais je pense que c'était, je n'avais plus, enfin j'ai plus les arguments de l'époque, mais il doit y avoir l'effet attente, l'effet nostalgie qui a dû jouer à ça. Donc, et là sur le 3 du coup, où est-ce que tu en es dans cette temporalité? Là, un petit peu moins. Déjà, ils ont été tournés quasiment en même temps. Donc, on va dire que j'avais mis la barre un petit peu, je pense, un petit peu moins haut. D'accord. Ouais, c'est vrai que tu précises, effectivement, les deux ont été tournés à la suite. À la base, ça devait être un seul et même film, et il l'a séparé entre guillemets deux parties, même si c'est pour moi quand même deux films assez différents. Mais il y a des choses qui vont effectivement faire écho et qui pourront être analysées après dans notre argumentaire. Donc ouais, tu avais une attente, mais un peu moins grande que sur le 2, et pourtant tu n'avais pas été non plus trop déçu, donc on va pouvoir en parler juste après de ce Avatar 3. Écoutez, on va pas perdre de temps, on va réfléchir à nos notes, et on va lancer la bande-annonce. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts en 3D? Moi, je mets mes lunettes. C'est parti, on parle d'Avatar 3 dès maintenant. Le feu est la chose la plus pure qui existe en ce monde. Je sentais qu'on me cachait quelque chose. Dis-lui
Il est temps. Ce monde est bien plus complexe qu'on l'imagine. Brûle-les tous. Ça, je peux pas l'accepter. Si on ne revenait pas, ton père et moi, emmène-les aussi loin que tu pourras et aussi vite que tu pourras. C'est quoi la devise de papa? Sully n'abandonne jamais. Exactement, les Sully n'abandonnent jamais. Je viens de le dire, j'hésiterai pas. Les grands temps. Voilà, vous venez de voir un extrait de la bande-annonce de Avatar 3, Fire and Ash, en anglais, donc de feu de sang traduit chez nous en contrée française. Voilà, écoutez, on va pouvoir maintenant donner notre avis sur le film qu'on a vu en salle, qui vient de sortir il y a quelques jours. Il y en a qui l'ont vu Day One comme Mathieu et Virgile. Moi, je l'ai rattrapé il y a peu de jours aussi. Donc, du coup, on va pouvoir en parler. Alors, moi, je l'ai vu en VF 3D. Mathieu, tu l'as vu en quoi, toi? Alors, moi, je l'ai vu en 3D et en VO. En VO et Virgile? En VF 2D. 2D, très bien. Écoutez, on aura au moins un panel complet de toutes les façons d'aller voir le film. Alors, voilà, effectivement. J'ai mis la note. Très bien, mais c'est pas grave, Oui, tu as mis la note 3,5, donc Virgile peut la mettre aussi, c'est parfait. Et ben moi, je vais mettre aussi le mien, que je n'ai pas encore m'a noté dans ma tête, mais je ne l'ai pas préparé. Donc j'avais mis 3,75. J'avais été un peu chieur au dernier, je ne sais plus pourquoi j'ai mis un 75, mais bon, j'avais mis 3,75. Parce que tu avais mis 7 au 2 et là tu voulais mettre 7,5. Voilà, donc ça fait... Ah, c'est peut-être ça. Et voilà, moi je vous mets un 4 sur 5 sur le troisième Avatar. Écoutez, c'est la tradition qui le veut, c'est celui qui a le moins aimé, mais on va commencer avec notre petit Quaritch de feu de cendre qui va nous donner du coup son avis. Virgile, toi, sans spoil pour l'instant, qu'as-tu pensé sans spoil, ton avis général sur ce troisième volet de Avatar by James Cameron, bien évidemment. By James Cameron. Je sais plus ce que j'avais mis par contre pour le 2, donc ça se trouve. Je te dirai, je dirai non, ouais. pas dit ça, Virgile. Vas-y. Non, parce que en vrai, je l'ai préféré au 2 déjà. Toute chose. Ah, mais t'as mis moins. Je pense pas que j'avais mis 4 sur 5. J'avais mis 4 sur 5 ? T'as mis 4,5 sur 5 pour le 2. J'avais mis 4,5 sur 5. Ouais. Mais je peux pas mettre 5. Vas-y, mais 4,75, du coup c'est bon, ça passe. Non, je vais rester là-dessus. Non, mais c'est... Je pense, après... À froid, je pense que j'aurais baissé la note du 2. C'est pour ça. Ok. Mais oui, mais après, c'est le jeu des notes. Peut-être que là, voilà. Évidemment. Ouais. Donc, non, je l'ai préféré déjà pour la simple et bonne raison que ça dure 3h15 et je me suis pas trop ennuyé. Alors forcément, quand on va voir un film dans l'optique de faire après une review sur ta chaîne, forcément on regarde pas le film de la même manière. Mais dans l'ensemble, déjà, voilà, les 3h15 sont passées relativement vite. On rentrera après dans les détails, scénario, etc. Mais il y a du bon, il y a du mieux sur le traitement des personnages. Bon, l'image, on n'en parle pas parce que c'est toujours une bonne claque cinématographique. Meilleure bande-son, pour moi. Là, pour le coup, c'est indéniable. C'est toujours par rapport au 2. C'est toujours Simon Frangen. Ouais, je sais plus, qui avait repris c'est toujours lui. Le travail de Warner, ouais. C'est toujours lui. Mais là, voilà, j'ai trouvé une meilleure... il y avait un peu plus d'essence de ses compositions dans ce Avatar-là, par rapport aux 2 où on était encore très James Cameron, avec des passages où ça reprenait littéralement les mêmes pistes sonores. Donc là, voilà. Je suis d'accord. On reconnaissait ces sortes de la petite virgule, virgule sonore, les... Et en fait, on entend un peu plus dans cette BO, on ressent un peu plus l'âme de Horner, sans forcément que ce soit du copier-coller, mais on ressent effectivement un peu plus ce qu'il avait fait sur le 1, possiblement, et sur l'ensemble de sa carrière aussi. Donc, oui, parce qu'en fait, ces 4 notes, c'est ce qu'on appelle les motifs du danger, et c'est une chose que James Horner a repris dans quasiment tous ses films. On lui a un petit peu reproché ça d'ailleurs, mais ces 4 notes sont présentes dans énormément de ses films. En petit pied, allier cette fameuse... Mais bon, ouais, tout à fait. Mais donc voilà,
bonne surprise, avec du mieux sur certains points et du moins bon sur d'autres points, mais pareil. On Qu'est-ce va en qu'on peut parler. attendre d'un film qui est une suite d'un autre film et qui n'est pas le dernier d'une saga? Bon, Ouais. toujours Et est-ce pareil, que un effet de transition. Est-ce que pour toi, c'est un. Est-ce qu'il. Alors, contrairement aux deux où je trouve que tu pouvais limite le regarder plus comme un film. Alors, pas solo, parce que ça suit forcément la version 1. Là, je trouve que le 3, effectivement, si t'as pas vu le 2, c'est difficile de le manger tout seul Oui. en termes de scénario. Donc, il est un peu plus. On voit vraiment qu'il est forcément collé aux deux et que, effectivement, il voulait quand même faire un film de 6 heures, presque de 7 heures. Parce que le 2 dure 3h15, celui-là 3h17, on est à peu près pareil en termes de durée. Donc, bon, on en parlera dans peut-être ce qui est un défaut du coup du 3, mais au-delà de ça, on va aller retourner voir Jake Sully des années 80, à savoir Mathieu, qui va nous donner son avis sur ce troisième volet. Bon, alors déjà, pourquoi est-ce que j'avais apprécié quand même le 1? Parce que quand même c'était assez frais, c'était assez novateur. C'était bien entendu un film qui en mettait plein les yeux et qui a relancé énormément d'éléments. Comme d'habitude, James Cameron, c'est quelqu'un qui sait botter des culs avec sa caméra. Et puis, il y avait Michel Rodriguez, donc forcément, ça faisait que le film était déjà bien mieux. Mais le 2, donc, c'était une redite du 1, c'est ça ce qui était dommage, en grande partie. On découvrait un nouvel environnement, mais en fait, c'était à la fois les mêmes enjeux et simplement on rajoutait, enfin, on copiait encore plus la BD Aqua Blue, BD française d'ailleurs, franco-belge, et avec les baleines justement qu'on exploite. Alors qu'il y avait l'unobtainium du premier, c'était largement suffisant pour. Bref, les humains sont particulièrement cons dans le 2, et Jack Sully, en plus, est particulièrement désagréable. Mais dans le 3, là aussi, il y a des personnages désagréables, on verra ça dans la partie spoiler. Ouais. Mais, entre guillemets, là, ça refait le 2 en mieux. Comme si, en fait, le 2 m'a réactivé après plus de 10 ans d'absence, réactivé en fait Avatar 1. Et là, le 3, en fait, c'est le véritable numéro 2. Même si, encore une fois, il y a des éléments du 2 qui sont répercutés dans le 3. La toute première scène, donc c'est pas un spoil, c'est une scène de rêve où Loak, le nouveau véritable héros de cette saga, pour le 4 et le 5, j'espère, qui rêve de son frère qui est mort un peu à cause de lui, un peu mais pas complètement. Et donc là-dessus, justement, c'est un cheminement émotionnel important qu'on voit dès le début du 3, sur lequel on ne pouvait pas faire l'impasse, et surtout pour lequel le 2 est nécessaire, malheureusement. Et ce que fait, comme redite, le 2, en particulier avec Quaritch, le retour de Quaritch, le 3 le fait mieux, parce qu'il le fait avec une nouvelle dynamique, et avec de véritables enjeux. Donc là, c'était plus intéressant. Malheureusement, comme c'est aussi une redite du 2, il y a la fin en particulier qui, malheureusement, m'a mis un peu chafouin. Et aussi, je voudrais juste faire signaler ça, beaucoup de mes avis sur cette série de films sont assez proches de ce que pense Durandal, donc le vidéaste Durandal, dont je viens de voir sa critique pour ce troisième Avatar. Ah, il a déjà fait? Ouais, j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait dit. Ouais, Non, je vais pas la regarder, je la regarderai après. Ouais. Donc, voilà. Mais en tout cas, je trouve que là, il a mieux fait son travail, James Cameron, contrairement à ce que beaucoup de critiques d'autres collègues mettent plutôt que c'est le film de trop, faut qu'il retourne à l'hospice, le vieux et tout ça. Un peu de respect déjà, et ensuite, il fait effectivement une répétition, mais est-ce que c'est une redite? Est-ce que c'est une rime? Je pense que c'est plutôt une Ouais, rime. c'est ça. Est-ce que c'est un synonyme, mais en mieux? C'est un peu la question qu'on peut se poser. C'est vrai que je suis d'accord, je rebondis sur ça. L'ensemble des critiques des confrères YouTube cinéma vont plus sur une déception et voire un moins bon film que les deux précédents.
Donc je rebondis moi sur ma note. Effectivement, c'est le film de la saga que j'ai pour l'instant préféré. Hein. Bien évidemment, la saga n'est pas terminée. Alors je crois que Cameron va peut-être signer le 4e, 5e, et après, si ça marche toujours, être producteur des prochains. Virgile, tu m'arrêteras si je dis des bêtises. Je suis pas allé chercher jusque-là, mais je sais que voilà, je sais que c'est bon. Après le 2, si le 2 n'avait pas marché, bon, je pense qu'il n'aurait pas trop continué la saga, mais là, voilà, ça a bien marché le 2. Le 3, j'espère qu'il marchera aussi. Alors, je trouve, je ne sais pas si c'est moi, au-delà du fait que la plupart des gens l'aient moins apprécié, mais je trouve que la promo du 3 est beaucoup plus passée inaperçue que l'arrivée du 2, qui effectivement était arrivée après une grosse attente. Moi, le 3, j'en entends parler, donc forcément, on voit Cameron un peu partout sur les tapis et sur les projections presse, sur les interviews presse, etc. Mais je trouve pas que le 3, pardon, on ait eu autant de promos que ça. En dehors du fait de savoir qu'il allait sortir, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que le 3, il n'y a pas eu il n'y a pas eu non plus une hype. Pas une hype, mais je trouve pas qu'il y a eu tant de promos que ça non plus, même dans les rues, les machins, j'ai pas vu un milliard d'affiches non plus. Je sais pas ce que vous en pensez, alors pourtant c'est une grosse prod et ils ont les moyens. Mais j'ai l'impression que le 3, tout le monde l'attendait pas forcément ou est pas forcément hypé d'aller voir le 3. Par contre, tout le monde l'attendait, si j'ose dire. Ouais. Parce qu'on était au courant qu'il y aurait le 3. De toute façon, dès le 2, on savait qu'il y en aurait 5 en tout. Oui. Même dès le 1, il avait dit que justement, il voulait en faire une saga, une grande saga. Mais ensuite, c'est vrai que on a eu les trailers, qui étaient plutôt médiocres, je dois dire. On avait les affiches, mais sinon, on n'avait pas grand-chose. C'est sûr que c'est pas le battage qu'il y a eu avec la sortie du 1. Ni la sortie du 2. La sortie du 2, la promo, elle était Moi, je me rappelle, Fabien, quand on avait fait la review c'était pour quel film d'ailleurs en juin? Qu'est-ce qu'on a fait? De cette année, on a fait juin, on a fait le 28 ans plus tard. Oui, voilà. Ouais. On s'était dit, je t'ai dit rendez-vous en décembre pour Avatar. Tu m'as dit, ah bon, il sort cette année, il sort pas l'année prochaine? Oui, parce que même cet été, je trouve il n'y avait pas encore pas d'annonce, mais ils n'avaient pas encore teasé le film. Et ouais, t'as raison, c'est vrai que j'avais sorti ça, clairement. Bon, bref, au-delà de ça, moi, qu'est-ce que j'ai pensé? Donc, je le disais qu'effectivement, c'est le volet de la saga que j'ai plus préféré. Je rebondis très rapidement. Le premier, je trouve que visuellement, c'était forcément une révolution, une claque, un relancement de la 3D qu'on a actuellement. Mais on restait sur un scénario plutôt simpliste avec des archétypes et des personnages plutôt déjà vus ou déjà entendus dans d'autres histoires. Mais voilà, il y avait une vraie approche d'un nouvel univers à la Cameron avec vraiment un visuel plutôt très bluffant. Et le 2, pour résumer ce que j'avais dit dans la dernière critique, effectivement, j'avais trouvé ça toujours visuellement incroyable, mais effectivement, je rebondis un peu comme ce que disait Mathieu, une redite du 1 dans un élément et un décor différent. Hein, effectivement, c'était Avatar dans l'eau, comme on pouvait dire, et le premier Avatar dans la forêt. Et moi, j'avais peur, en voyant effectivement le 3 et ce titre Fire and Ash, que ce soit Avatar dans le feu, qu'on reprenne limite encore les mêmes codes des 2 scénarios précédents et qu'on découvre, puisque dans la bande-annonce on peut apercevoir une nouvelle tribu qui est plutôt au pied des volcans et de la désolation des cendres. Mais du coup j'avais peur de ça. Et donc j'étais plutôt surpris de voir que c'était pas l'intérêt du film de vouloir raconter une histoire en copie du 1 et du 2. Étonnamment, le film ne peut pas se regarder sans avoir les 2 précédents, mais je suis assez d'accord pour dire comme Mathieu que c'est le 2 en mieux, c'est le synonyme du 2, avec des thématiques qui reviennent, donc c'est un point positif et un point négatif, parce qu'en fait, il y a quand même des redites en termes de thématiques. Sans spoiler, on va reparler effectivement de la chasse aux baleines, on va reparler des enjeux de la famille à vouloir se cacher, survivre et tout, et des attaques encore incessantes des gens qui viennent, des humains qui viennent du ciel. Voilà, donc du coup, c'était un peu paradoxal, un petit peu comme avis. Donc en fait, je suis sorti de la salle, j'ai passé le meilleur moment des 3. En termes de divertissement, je trouve que les 3h17, contrairement aux 2 premiers, alors le premier, je ne sais plus combien de temps il durait, même en version longue, j'ai plus trop le timing en tête. 2h40, si je me souviens. Avec la version longue. À l'époque, assez pour qu'à l'époque, ils mettent des pauses pendant la séance. Ouais, c'est encore cette période-là. Mais je trouve que là, même à la fin des 3h17, je pense que j'en aurais pris une demi-heure de plus, ça m'aurait pas dérangé, parce que c'était vraiment plongé en termes d'aventure. Je trouve qu'il y a un peu plus d'action, alors largement plus d'action dans le 2. Les 2 premiers sont assez contemplatifs parce que Cameron adore montrer son décor, montrer son univers, etc. Celui-ci, effectivement, on rentre plus dans le vif du sujet assez rapidement. Les scènes d'action sont un peu plus nombreuses, j'ai l'impression, et effectivement, elles sont un peu plus gourmandes. Donc moi, j'ai été client à chaque scène d'action, à chaque petite nouvelle vague d'entourloupe, je ne sais pas, bref, de kidnapping, etc. Mais au-delà de ça, sans trop spoiler, effectivement, pour l'instant, je trouve qu'il y a forcément des redites par rapport
au film précédent. Notamment, on a l'impression un peu aussi que les personnages n'ont pas appris des erreurs des films précédents. Donc, des fois, c'est un petit peu navrant. Mais en termes de scénario, étonnamment, et je dis ça encore paradoxalement, c'est parce que la fin du 2, la fin du 3, on est presque au même niveau que la fin du 2. Il s'est passé plein de trucs, il s'est passé plein d'intrigues, sous-intrigues, etc., des nouveaux personnages qui ont apparu. Mais si on fait l'état des chaises musicales, la fin C'est du toujours un statu 3, quo. voilà, le statu quo est le même que la fin du 2. Donc en fait, c'est paradoxal de se dire qu'on a l'impression que l'histoire avance et en même temps elle recule un petit peu, ou alors on n'a pas encore franchi la ligne. Donc est-ce que le 2, c'est qu'une parenthèse qui était un petit peu futile et juste une démo technique parce que James Cameron se refaisait un petit peu, se rebiberonnerait à son univers? Et je pense qu'on aurait pu raccourcir largement le 2, garder la partie où on découvre effectivement la nouvelle. Alors, j'ai plus le peuple de l'eau en tête, Virginie va me le ressortir, mais Maître Kaina. voilà, les Mekaina. Mais au final, là, la tribu de feu et plus tout ce qui arrive avec. Merci. Avec du coup les militaires et les soldats, etc., tous les humains, quoi. Je pense qu'on aurait pu faire un mix des deux, peut-être un peu plus long, un film de, je sais pas, 3h30, 4h, qui aurait été peut-être un petit peu plus digeste en termes de scénario. Parce que, effectivement, le 2, moi, quand je vois le 1, j'ai envie de passer au 3, quoi. J'ai pas envie de revoir le 2 à me dire, bon, ils vont apprendre à chasser, enfin, apprendre à domestiquer les baleines, comprendre une nouvelle tribu. Et c'est vrai que le 2, je me rappelle avoir eu des moments un petit peu longs où je m'étais un petit peu ennuyé, c'est certain. Pas pour le 3, étonnamment. Donc, c'est un avis très paradoxal et pourtant, je trouve que c'est le meilleur des 3 parce que il m'a plus bluffé dans, effectivement, même dans la technique. Je trouve que ceux qui disent que James Cameron, il faut qu'il aille en maison de retraite, comme disait, je sais pas, Mathieu tout à l'heure, en tout cas similairement. Excusez-moi, si tous les réalisateurs à l'âge de 71 ans savaient manier une caméra comme Cameron nous le fait dans le 3e volet, les plans sont tous. Je trouve qu'il y a une fluidité dans le montage. On n'est jamais perdu dans les scènes d'action, contrairement à d'autres films qu'on peut voir aujourd'hui où les caméras qui sont dans tous les sens, on ne sait plus où on est. Là, à chaque fois qu'il y a une scène d'action, on sait où est le personnage, on sait où est le décor, où est le. Enfin, je trouve que vraiment en termes de grammaire cinématographique et de montage, alors Cameron n'est pas tout seul, hein, bien évidemment, mais je trouve qu'effectivement c'est hyper fluide, hyper beau, et encore une fois, il montre que le HFR est plutôt, quand c'est bien utilisé, contrairement aux prémices de Peter Jackson pour ses Hobbits, écoutez, les séquences en 24 et en 48, elles marchent plutôt bien. Donc non, je suis convaincu par ce 3, même si forcément, on va en parler dans le partie spoil, il y a des choses à redire, et qui finit un petit peu en eau de boudin, malheureusement, dans le sens où on sait que forcément il va y avoir une suite. Mais voilà, j'espère que pour le 4, on va avancer, voire même peut-être une ellipse de temps qui serait intéressante pour qu'on passe à autre chose. Parce que ce 1, 2, 3 ont des thématiques assez similaires en termes d'enjeux de personnages et en termes d'archétypes aussi de personnages. Et j'ai beaucoup aimé l'antagoniste de ce 3e volet, qui est plutôt bien traité en première partie. Sur la deuxième partie, elle est un peu laissée de côté. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'elle a beaucoup de charisme. Et pour l'anecdote, c'est en motion capture, c'est la petite fille de Charlie Chaplin qui joue. Merde, tu allais le sortir. Elle s'appelle Oona Chaplin, effectivement, c'est la petite fille de Charlie Chaplin. Mais justement, c'est pas le fait que ce soit la petite fille de Charlie Chaplin qui fait son talent. Ah non, non. Elle mérite. C'est le clin d'œil de dire que voilà, moi j'ai vu le film, je ne savais pas qui c'est qu'elle est à la motion capturée, et à la fin j'ai regardé pour savoir qui c'était qui avait aussi bien joué ce personnage. Et je suis ah oui d'accord. Donc non, c'est juste le clin d'œil de dire voilà que c'est la petite fille de Charlie Chaplin qui joue du coup le personnage de Varang. Varang, merci Virgile. Qui est carrément le Wikipédia de l'univers d'Avatar. Bref, voilà, j'ai beaucoup assez parlé. On va pouvoir, à moins que vous ayez des choses à rajouter, peut-être. Juste un truc, justement, avant qu'on passe au spoiler, parce que là, c'est un aspect technique. James Cameron nous a gratifié de HFR, c'est-à-dire High Frame Rate, donc 48 images secondes plutôt que les 24 habituelles. Et le problème, c'est qu'il l'a fait de manière assez aléatoire, je trouve, assez assurée. Alors, à certains moments, justement, on se retrouve avec une belle fluidité que nous permet le HFR, si bien que quand on repasse sur les 24 images par seconde, ça a l'air saccadé. Donc, moi, ça m'a hyper perturbé. Alors moi, ça m'a pas perturbé, mais par contre, c'était déjà l'effet que pendant le 2, certaines personnes après séance avaient notifié. Moi, je pense quand même là, le 2, j'ai plus souvenir. Je crois qu'on l'avait pas vu en HFR, je suis pas sûr. Mais le 3, je sais que je l'ai vu en HFR, mais moi, ça m'a pas du tout
pas du tout choqué. Je trouve que c'est plutôt fluide. Alors après, il y a aussi les conditions de diffusion, hein, les salles qui peuvent aussi un peu, malheureusement, soit dégrader un peu le travail de ce type de gymnastique d'image. Mais je sais Au pas. montage, il aurait fallu quand même que tout soit unifié Tu en penses? une seule façon de faire, sauf pour des effets de style, comme par exemple dans Kill Bill 1 de Tarantino, tu as des ralentis qui sont montrés qui sont faits de manière entre guillemets grossière, qui sont très très visibles, mais qui sont faits exprès justement pour donner un effet de style. Là par contre, je vois pas quel est l'effet de style recherché. Ok. Virgile, veux-tu rajouter quelque chose avant qu'on passe à la partie Non, je crois spoiler? que tout est dit, effectivement. Le HFR peut surprendre, notamment les premières scènes de vol. Alors, je ne sais pas comment il a fait, s'il a changé sa manière de le filmer, mais en tout cas, ça m'a surpris comment ses équipes ont animé toutes ces petites bestioles. Mm. Et non, ça peut perturber au début, mais ça rend bien. Et n'oublions pas, on l'oublie vite, hein, parce qu'on en parle, on pense que c'est un effet commercial, mais c'est quand même les meilleurs films à voir en 3D. J'avoue que les Avatars, ça restera quand même pour moi les meilleures expériences, je pense, de films en 3D. En tout cas, ça en fait partie. Donc, Avec Gravity. allez le voir. Avec Gravity, allez le voir, bien évidemment, si vous pouvez le voir en 3D. Ça rajoute quand même un petit plus à la proposition du film, bien évidemment. Bref, en tout cas, on a assez parlé sans spoil, parce qu'on a quand même dit beaucoup de choses. Alors, j'imagine qu'on a encore beaucoup de choses à dire en version spoiler. On va passer à version spoiler, juste après ce petit encart. C'est parti, messieurs, on va tout dévoiler de Avatar 3. Donc, Avatar 3, je sais pas ce que c'est Virgile, il a essayé de se cacher. Non, je faisais raccord maquillage, pardon. Mais je pensais pas que c'était si court. Virgile se met du rouge à lèvres entre deux frises. Bon, en tout cas, écoutez, on va relancer du coup la conversation. Je redonne la parole à Virgile qui, lui, de feu et de cendre, a pris le temps de se maquiller. En partie spoiler, voilà, Virgile, c'est parti, c'est le moment de se lâcher. Tu as préféré le 3 au 2 et on a envie de savoir qu'est-ce que tu as encore plus apprécié, quelle était ta surprise en sortant de la salle, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, et donne-moi des détails, c'est ça qu'on a envie. On veut des détails. On veut des détails. Et pourtant, je vais te dire un truc. Il n'y a pas trop besoin de spoiler pour ce que j'ai préféré, parce que j'en ai parlé un peu au début. Donc déjà, la bande son qui a beaucoup joué. Bon, maintenant que je suis un petit peu dans le milieu, j'ai été sensible aussi à cette VF qui est extrêmement bien réussie dans sa direction artistique. Maintenant, pour entrer, Avatar, ouais. C'est vrai. Maintenant pour entrer dans les petits détails. Alors effectivement, c'est une redite du 2 avec pour beaucoup les mêmes enjeux, les mêmes protagonistes, les mêmes lieux, la même bataille, avec les mêmes Deus Ex Machina que dans le premier, et finalement la même finalité avec ce fameux statu quo. Mais effectivement, il y a le développement des personnages, notamment la relation Jake Quaritch, la petite, comment dirais-je, pirouette scénaristique pour enfin accepter Spider dans la famille, même si on est quand même arrivé à des extrêmes, mais bon, il fallait au moins ça pour que Neytiri accepte Spider, alors qu'on pensait qu'elle avait fait à la fin du 2. Alors c'est vrai que Virgile, tu rebondis sur le scénario, je n'ai pas du tout Ouais. pitché le film, faute à moi. Si on veut, alors, on est en partie Tu veux spoiler. que je pitch? Allez, très rapidement, mais en fait on est en partie spoiler, donc les gens, c'est un peu trop tard, mais vas-y, pitch très rapidement. Oui, très rapidement. Et on se retrouve à la fin, voilà, un peu après la fin du 2, on est toujours chez les Metkaina, il y a toujours la petite famille qui se remet du décès de Meteyam, donc le fils aîné de Jake Neytiri. Et élément perturbateur, la personne de Spider qui, alors dans le scénario, a un problème avec son masque, ou en tout cas c'est compliqué puisque les humains ne respirent pas sur Pandora, ils ont besoin de masques. C'est un humain et il peut pas respirer normalement, donc voilà. Il est tributaire de son masque. C'est ça, sauf que il est tout seul avec les Na'vi, et donc ils choisissent, Jake prend la décision de le renvoyer avec, de le transférer avec les Omaticaya, donc le peuple du début, avec les scientifiques humains qui sont restés là depuis la fin, depuis le début du 2. Ouais. Et puis finalement, vu qu'il y a protestation familiale générale, Jake, en bon père de famille, décide que c'est bien d'emmener tout le monde.
En Voilà. tout cas, il cède à la pression familiale. Donc, il part avec toute cette petite famille. Heureusement, il y a le professeur Lupin déguisé en Navi qui leur propose le transport. Ah, c'est l'acteur de Lupin Oui, qui joue? Ah, c'est d'accord. David Thewlis Ok, d'accord. qui fait donc c'est Pelax son nom. Et donc durant ce périple, forcément, les gamins vont se faire remarquer et par la RDA qui va donc envoyer Quaritch et par donc le nouveau clan qu'on va découvrir, les Mangwan, qui vont attaquer les marchands qui transportent Jake et sa famille. Ouais. Et donc c'est le début, voilà, des tragédies, des sous-intrigues, des scénarios secondaires, du développement des personnages. Quaritch et Jake vont s'allier un petit moment pour ensuite se reséparer parce qu'ils restent antagonistes. Jake va ensuite aller de son côté et Quaritch va s'allier avec donc Varang qui est la chef des Mangwan. Qui eux ne croient pas en leur... Qui vénère le feu, voilà. Qui ne croit pas en Eywa, qui vénère le feu. Abandonnés d'Eywa parce qu'ils sont restés sur les cendres. C'est ça. Ça, en fait, leur arbre monde et leur arbre tout court d'ailleurs, leur arbre monde, je sais plus, Ouais. a été brûlé suite à une éruption volcanique, il me semble, et forcément ils ont imploré Eywa qui, en tout cas, n'a pas sauvé leur arbre, et c'est pour ça qu'ils se sont tournés vers le feu, vers la vénération du feu, parce que Eywa, selon eux, les a abandonnés, donc forcément ils n'ont plus de raison de croire en elle. Et on peut rajouter, parce qu'il y a tellement de sous-intrigues d'intrigues intéressantes et de sous-intrigues en plus, qu'effectivement, pour pouvoir rester en vie, à un moment, du coup, alors je sais plus laquelle c'est, j'ai perdu tous les personnages, mais en tout cas, celle qui est campée par Kiri, qui du coup va pouvoir, à un moment, dans un l'incarnation d'Eywa compliqué, va devoir sauver du coup Spider et va implorer du coup Eywa, merci. J'arrive à retenir vraiment aucun mot. Eywa pour du coup le sauver et des sortes de branchies de la planète Terre va rentrer dans son organisme et lui permettre de respirer sur cette planète qui pourrait être une ouverture à la RDA, a de mauvaises idées pour pouvoir venir s'embêter avec des masques sur Pandora. Donc voilà. Bon, voilà, vous avez vu que le scénario est hyper long à raconter parce qu'il y a tellement de... Oui, voilà, parce que là, on le voit à l'image, il y a aussi toute la partie de Loak, puisque tu as dit qu'effectivement, il avait un très gros rôle à jouer dans ce film. On a parlé de Kiri, mais au final, tous les personnages, à un moment ou à un autre, ont quelque chose à ajouter. À un moment, sert à quelque chose. D'ailleurs, les deux premiers films sont narrés au début par Jake Sully. Là, le troisième film, c'est Loak, qui effectivement est un peu le narrateur de l'histoire. Bon, il y a juste Took qui sert encore à rien, mais bon, ça. Voilà. Non, elle sert pas complètement à rien. Elle sert de faire valoir d'innocence. Se faire kidnapper. Voilà. Bon, Virgile, que veux-tu rajouter après ce pitch longuement résumé? Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Eh ben, je m'attendais pas du tout à ça, par contre. Par rapport au pitch, par rapport aux bandes annonces. En fait, finalement, contrairement à toi, donc alors après c'est une bonne ou une moins bonne chose. Moi, au contraire, j'espérais peut-être un peu plus qu'on traite de ce nouveau clan, de ces nouveaux Na'vi, parce que c'est quand même le titre du film. Et au final, Varang sert finalement juste que de faire valoir pour les dessins de Quaritch. Et en plus, elle disparaît du film en s'enfuyant la queue entre les jambes, en se rendant compte que Kiri, qui a 14 ans, est campée par une actrice qui a 76 ans. Ça, c'est pour la blague. Qu'elle a plus d'impact et de pouvoir et de lien avec... Oui. Mais voilà, je pensais qu'on traiterait encore plus de ce nouveau clan, et au final, non, ça sert plus les dessins de la RDA. Alors, il y a quand même... On le traite bien jusqu'au moment où Jake Sully prend l'avantage sur cette tribu, et c'est ça qui est un peu dommage. Ouais. C'est qu'après, du coup, le personnage de Varang, qui pour moi est hyper badass, et j'espère qu'on la reverra quand même dans la suite, mais je trouve que vraiment elle avait un apport, quoi. Donc, après, voilà, ça permet de découvrir les nouvelles cultures d'Avatar, pour ceux qui n'ont pas joué aux jeux vidéo et pas lu les BD, parce que j'ai cru comprendre que dans l'univers étendu, il y avait déjà plein de choses qui étaient développées. Mais voilà, je m'attendais un petit peu plus. Et surtout, pourquoi faire cette redite sur la chasse au Tulkun pour récupérer l'Amrita, donc la substance dans le cerveau. C'est exactement la même chose, exactement les mêmes enjeux de la bataille dans le 2, avec le même Deus Ex Machina que dans le 1. Et par contre, là, ils arrivent quand même à se faire défoncer comme dans le 2. Et comme dans le 2, tu sais pas pourquoi, encore une fois, j'avais un espoir et
il s'est effondré. Tout le monde dépop, sauf les personnages principaux. Tu sais pas ce que tout le reste est devenu. Et comme tu as dit aussi, statu quo à la fin, exactement à la fin du 3, la même chose, mis à part la mort de Kate Winslet, qui je pense avait un trop gros cachet, et du coup ils l'ont fait mourir. Et, et un de ses fils, dont j'ai oublié le nom, mais dont la voix française est jouée par Pierre Boulanger, qui est un acteur que j'ai déjà rencontré. Ok. Bah, c'est ça, statu quo, mais c'est surtout, en plus, alors moi, vraiment, j'ai l'impression qu'on avance et qu'on patine à chaque fois dans la gadoue, référence à Virgile, qu'on patine dans la gadoue à chaque histoire. C'est vrai que même à la fin, on a encore, pendant tout le long du film, on développe quand même certains personnages. Alors même si Jake Sully, il évolue pas trop, on reste quand même toujours sur un esprit un peu tête à claque, vengeur, et en même temps un papa qui est pas un bon papa. Il y en a la mère qui est plutôt dans un pré-deuil, dans la colère et dans la vengeance absolue. On a ce Spider qui effectivement est quand même le point de suite de toute l'histoire, jusqu'à cette séquence où dans les bois, on pense qu'ils vont lui mettre fin à ses jours parce qu'il reste trop problématique pour pas mal de choses, mais finalement non. Donc en fait, toutes les amorces sont plutôt intéressantes, bien tracées tout au long du film, et à la fin, on désamorce tout à chaque fois. Et c'est pareil pour Quaritch, qui effectivement commence. Quaritch, moi je m'attendais vraiment à juste un petit truc, parce qu'à la fin, finalement, à la fin du 2, c'était plus ou moins ça. Et donc là, avec toutes les discussions, en plus, il y a des moments entre guillemets d'intimité entre Jack et Quaritch, parce que finalement, Quaritch n'est quasiment plus du tout humain, mis à part ses souvenirs. C'est ça. Donc forcément, il y a cette évolution-là. C'est dommage que son évolution, parce que on va pas se mentir, je pense pas qu'il soit mort, parce qu'il se jette littéralement dans le flux magnétique d'Aiwa. C'est dommage que son évolution prenne 3 films. Et j'espérais à la fin qu'il y ait un petit quelque chose, et en fait non, sa disparition, ces derniers mots n'apportent rien, en tout cas en sous-texte. Après, je sais pas ce qu'il a dit en VO, mais en tout cas en VF, ça n'a pas... Non, mais c'est pareil, moi j'y crois pas non plus, parce qu'en fait c'est que, en plus là dans ce film on prend le temps de dire voilà, il commence à s'initier avec les Na'vi, donc avec la tribu de Feu de Cendre, il va batifoler avec Varang, et on comprend bien que Jack Sully le met toujours en doute sur vois par tes nouveaux yeux, deviens une autre personne que tu n'étais pas en plus. Et finalement effectivement à la fin c'est genre non mais je reste le bad guy, je suis le méchant, jamais je viendrai gentil. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit peu décevant de voir l'arc de Quaritch. Pour l'instant, je trouve vraiment que ça patine et que c'est juste un personnage têtu pour être têtu. Ça n'a pas trop d'intérêt par rapport à l'histoire. Voilà. Et moi... là, il n'a pas le choix, puisque maintenant, il s'est mis aussi à dos la RDA. On sent qu'il est quand même rebelle, il désobéit aux ordres. Oui. Il quand même, voilà. Mais moi, j'ai peur juste que dans le 4e film, s'il revient, soit qu'il n'y ait rien qui ait changé, soit qu'il ait changé du tout au tout, mais finalement, la transition, on l'aura pas ressenti. Mais bon, on verra bien. Et que pensez-vous là, moi, c'est un truc qui m'a le plus gêné dans le film, du coup, c'est pour moi le point le plus négatif. La personnification de Aiwa. Ouais. Moi, je trouve que ça casse vraiment le mythe. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui ne pouvait pas être palpablement montré, qui ne pouvait pas avoir une figure quelconque. Effectivement, on voit effectivement qu'Aiwa peut être... donc, quand elle rentre en contact... j'ai perdu l'autre personnage, encore une fois, c'est Kiri, moi il y a trop de i, de wa, des machins, ça se mélange tout dans ma tête. Donc Kiri qui effectivement arrive à essayer plusieurs fois dans le film à vouloir comprendre ses non-choix, ses non-décisions, en tout cas essayer d'être réveillé par Kiri. Et effectivement à la fin du film, on va voir que c'est une sorte de grosse tête d'Avatar, voilà, qui humaine en plus, oui, c'est humaine ou non, c'est Avatar? Pas tête d'Avatar, mais tête Na'vi. Avec un humanoïde bizarre. Ah ouais, vachement humanoïde, hein. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Au début, je pensais que c'était le visage de Grace, donc de Sigourney Weaver. Et je me dis, vu qu'elle a fusionné entre guillemets avec Aiwa et que c'est sa fille, il peut y avoir un truc comme ça. Et après, quand on voit le visage se tourner un peu, je me suis dit, non, c'est pas du tout elle. Mais ouais, au-delà de l'avoir personnifié, ce qui enlève un petit peu, comme tu disais, ce côté impalpable jusqu'à présent, oui, complètement. Sa tête ne fait pas du tout Na'vi ou autre. Elle fait trop humaine. Ouais, d'accord, je sais plus, mais en tout cas, voilà, ce visage qui se tourne à moitié. Et au-delà de ça, c'est que finalement, tous les morts qui sont
retrouvables rapidement dans ce sorte de paradis Ewa. En fait, on peut parler avec eux, on peut les limite trinquer, leur raconter notre journée, et je trouve qu'il n'y a pas d'impact à avoir perdu des gens, les personnages du film, quoi. Je veux dire, quand ils vont rencontrer plusieurs fois les gens qu'ils ont perdus, ils peuvent leur parler comme s'ils étaient avec eux, comme si on était en VR dans un autre monde, quoi. Donc du coup, Moi, je pense que si jamais dans le 4e film, ils remettent en cause encore l'acceptation de Spider, là, non. oui, C'est-à-dire que c'est Jake qui veut le tuer, c'est Neytiri qui s'y oppose. Donc, pour vraiment qu'on ait la rédemption de Neytiri, l'acceptation ultime, et en plus, à la fin, Spider se fait accepter par tous les morts. Voilà, je pense qu'il fallait au moins ça pour que ce soit définitivement entériné. Et en plus, à la fin, on en rajoute une couche avec le Spider qui va rencontrer tous les morts. Bon, non, c'est bon, il est définitivement accepté à un moment donné. Ils vont pas faire non, plus. puis pareil, le fait que la RDA ait récupéré du coup Spider en essayant de comprendre ce qui lui arrivait avec ce mycélium au fond de lui et tout, et finalement, ah bah non, il s'est fait kidnapper, du coup on n'a pas eu le temps de voir et tout. Enfin, je m'attendais qu'ils aient quand même récupéré les données, qu'ils aient quand même récupéré du coup cette avancée organique et pas technologique. Mais voilà, je trouve que vraiment le fait qu'on retourne au point de départ à la fin du film, alors que tout le long, la plupart du temps, on est sur un bon équilibre et sur une bonne avancée. Les personnages intéressants, finalement, sont un peu mis de côté. Et ceux qu'on a déjà vus 15 fois restent. Il n'y a pas d'avancée de personnage. Quaritch. Et mention spéciale à Scientifique Rebelle numéro 1, qui, on ne sait pas ce qu'il devient, mais en tout cas, permet au scénario d'avancer. Non, j'aime bien ce que vous faites. Je suis d'accord avec vous. Ils font du mal aux baleines. Bah non, mais voilà. Bon. Mathieu, que veux-tu rajouter sur des choses qui sont peut-être déplues sur ce 3e volet, même s'il reste pour toi aussi peut-être le plus intéressant au final? Moi, je vais quand même dire les choses qui m'ont un peu déplu. Jake Sully et Spider sont insupportables. Jake Sully parce que le côté marine ressort beaucoup trop. Et Spider parce que, putain, qu'est-ce qu'il est chiant. Surtout, je sais pas comment il est en français, mais en version originale, oh bro, on dirait un mec qui imite un rappeur de la côte ouest. C'est je pense que c'est pas pareil en français. Pas pareil, mais je trouve qu'il était. Alors dans le 2, moi, il m'a supporté. Dans le 3, ça allait un peu mieux en fait parce que je m'y étais fait. Mais c'est plus dans le 2, moi, qui me saoulait, qu'il était un peu niais. Là, je trouve que ça passait un peu mieux, mais je trouve que pour moi, c'est plus une erreur de casting. Depuis le début, ce personnage, je trouve que, alors j'ai rien contre cet acteur, hein, je sais pas si d'ailleurs je l'ai pas vu dans d'autres films, je crois pas, mais je trouve que, alors je sais pas si c'est sa direction ou sa façon de jouer, j'ai du mal à croire, il casse un peu la barrière de la fiction, je trouve à chaque fois. Je trouve qu'en fait il fait tâche dans l'univers à chaque fois que tu le vois, t'as l'impression, alors il y a le fait qu'il soit plus petit par rapport aux autres personnages, enfin bref, que ça reste un humain, et etc. Mais au-delà de ça, je trouve qu'à chaque fois c'est un peu ça. Et Jake Sully, et je te rends la parole. Déjà côté militaire, effectivement, moi ça approfondit déjà ce qui commençait à vouloir ne pas être dans le 2, mais finalement le naturel revient au galop, et dans le 3, voilà, il est malheureusement ce qu'il était à la base, quoi. Ouais, il a quasiment que des petits rôles, sinon il a joué dans Scream 6. Jack Champion. Sam Worthington, malheureusement, il n'a pas eu une grosse carrière. C'est vraiment Avatar qui est sa... Qu'il a le moyen d'avoir des non, mais je crois qu'il parlait de Spider, là, Virgin, non? Oui, Spider, oui. Oui, il parlait de Spider. Jack Champion. Ok. Mais donc, autre élément qui m'ont un peu emmerdé, la représentation des humains, qui sont complètement monolithiques. On comprend pas pourquoi est-ce que Jake Sully est à ce point vu comme un ennemi de leur côté. Ça serait bien justement qu'on soit un petit peu du côté des humains, qu'on comprenne comment est-ce que eux... Oui, voir s'il y a de la propagande, s'il y a... Voilà. Justement, s'il y a de la propagande, s'il y a quand même des contacts avec d'autres navires. On sait que les commerçants de l'air, donc les navires, ne commercent pas avec les humains. Donc, quels sont les échanges qu'ils peuvent avoir, quels sont leurs points de vue sur la planète. Le fait que ce sont des néocolons aussi, qui pourrait être intéressant. Par contre, ce qui je trouvais, est assez fin et assez intéressant, c'est Neytiri, qui, donc dans le premier film, tombe amoureuse de Jake Sully, malgré le fait que ce soit un humain. Mais après la passion, où justement la vie de famille s'est installée, elle se retrouve tiraillée entre justement son devoir envers son mari et ses enfants qui sont métis, même si ils sont majoritairement navis, ils ont bien 5 doigts comme des humains, ils n'ont pas 4. Pas tous. Il y en a certains qui n'ont pas 4, qui n'ont pas 5. Voilà. Mais surtout le fait que justement Neytiri
soit le personnage raciste dans le truc, c'est en fait quelque chose qui se retrouve assez souvent malheureusement dans les familles qui sont tiraillées comme ça entre plusieurs allégeances, plusieurs cultures, où justement il y en a une qui prévaut sur les autres. Et comme Neytiri, on n'arrête pas de lui demander en fait. C'est pour ça que j'aime pas Jack Sully, il lui demande de rompre avec ses traditions pour en fait que ce soit lui la force culturelle dominante. C'est normal que Neytiri, elle commence à en avoir un petit peu ras le cul, et c'est encore juste avec les traditions que justement elle vient lui sauver les fesses. Non, ce qui est pour moi la meilleure scène du 3, à savoir donc l'incarcération de Jake chez les humains, parce que là justement on retrouve tous les enjeux, tous les éléments nouveaux comme anciens, mais réexploités du premier et du 2. Donc la meilleure scène du film, c'est là où malheureusement Varang commence à être un petit peu sous-exploité. Ouais. Même si elle a quand même encore un moment de gloire où elle fait la traque Jack Sully. Mais c'est vrai qu'un personnage comme ça, faut vraiment qu'on la développe, parce que des personnages d'autochtones qui se mettent au service de l'envahisseur. On a eu ça avec des Gaulois sous César, des Indiens sous les cow-boys. Donc c'est quelque chose qui existe et qui serait intéressant à développer au niveau sociologique. Donc vivement le 4 et le 5 pour voir comment ils vont faire ça. Et s'il vous plaît, refaites pas un 2 et refaites pas ni un 1 ou un 3. Faites quelque chose de nouveau avec tous les éléments que vous avez, parce qu'il y a des tas de choses à faire. Mais là, franchement, 1000 chemins à parcours. Là, comme il arrive à un cul-de-sac de scénario qu'il a déjà synonymé 15 fois, il a fait que des allégories à chaque fois dessus, il faut qu'il passe sur une ellipse de temps. Il faut qu'il parte avec une ellipse de temps là, au début du... Enfin, je sais pas ce qui est prévu, mais si au début du 4, il part pas avec une ellipse de temps en ayant vaguement raconté ce qui s'est passé. Et sur le hack, mais c'est surtout ça. Mais voilà, je rebondis juste sur ce que tu disais sur Varang. Moi, je suis d'accord que le traitement il s'essouffle au moment où effectivement on retourne du côté de la RDA et de l'incarcération de Sully. Mais c'est la fin, tu vois, avec Kiri, où là, du coup, elle n'a pas vraiment, effectivement, comme disait Virgile, la queue entre les jambes. Ça casse toute l'envergure et toute la prestance qu'avait le personnage avant. T'as l'impression là qu'elle se pisse dessus comme un enfant qui a peur d'un chien, tu vois. Donc c'est vrai que tout ça, il y a des super belles idées bien amenées, bien développées. Celles qui ne sont pas développées, ça tourne en rond et c'est une redite du 2 et du 1. Et les nouveaux personnages, finalement, c'est pas ceux qui sont les plus intéressants à la fin de l'histoire. Donc c'est vrai que j'ai du mal à me positionner, même si voilà, c'est pour moi mon préféré en termes de divertissement et d'histoire et en termes d'action et de mise en scène d'ailleurs, je trouve. Mais effectivement, je pense que si on se revoyait les 3 à la suite, je pense qu'on aurait l'impression d'avoir regardé un disque rayé qui tourne en boucle et qui par moment saute d'une ligne à une autre et hop, effectivement on a un truc nouveau qu'on n'avait pas vu avant, mais derrière le décor est le même, quoi. Donc c'est vrai que je sais pas comment Cameron a écrit son histoire, comment il a prévu de la continuer ou de la terminer, parce que moi ça me fait un peu peur de se dire que voilà, finalement le mec il veut bien continuer un petit peu, mais ce sera peut-être pas lui qui finira son histoire. Et pourtant Cameron, qui effectivement a fait des grands films, a quand même marqué l'histoire du cinéma avec plein de grands films, me dire qu'il a passé autant de temps à faire des avatars et à faire du Avatar pour finalement pas le finaliser lui-même et laisser d'autres équipes derrière, je suis désolé, une fois qu'il sera plus Cameron à la caméra, je parie demain de Navy que j'aurai plus 5 doigts à la fin. Non, mais c'est sûr qu'il n'y aura jamais une qualité aussi bien que le début. Donc c'est pour voir une fin bâclée et une fin encore moins bonne. Alors pour l'instant, on avait quand même pas mal de points négatifs sur l'écriture. C'est vrai que moi, j'ai un peu peur de la suite d'Avatar, j'ai un peu peur de comment ça risque de finir, et s'il veut le finir plus tôt, comment il va finir de raconter son histoire, quoi. Parce que j'ai du mal à croire au bonhomme, dans le sens où un mec qui a tout donné qui donne tout pour cette fin de carrière de cinéaste, et qu'au final, non, mais finalement, si ça marche, je continue un petit peu, mais je finirai peut-être pas sur ça, quoi. Je vois pas l'intérêt. Oui, qu'on n'ait pas un syndrome Star Wars, au final on passe la main, on passe la franchise et... Ouais, mais encore Star Wars c'est différent, c'est les trilogies qui font écho, mais qui sont quand même assez ancrées par rapport à leur période où ils ont été réalisés, tu vois, la prélogie, la trilogie, et puis la
la suite de la trilogie. Bon, voilà, ça respire chaque génération et chaque réalisateur aussi. Mais là, pour moi, la fin du 3, c'est toujours pas. Même si au début, il avait prévu de faire presque de finir un arc avec la fin du 3. Moi, je trouve que la fin de l'arc du 3, pour moi, il n'y a pas une fin pour l'instant. Ça reste quand même en cliffhanger à se dire qu'est-ce qu'on va faire de Quaritch, qu'est-ce qu'on va faire de Spider. Il y a l'arc du 1, et puis il va y avoir l'arc 2, 3, 4 et plus. Ouais. Est-ce que le 4, tu sais comment il va s'appeler, Virgile? À l'époque, tu avais sorti des noms, mais je sais pas. Non. En fait, j'avais sorti des noms, mais tu vois, même le nom du 3, le nom de code, ça avait changé. C'était Tulkun Rider, et au final, on n'y est plus du tout. Par contre, de mémoire, il y en avait un, je sais plus si c'était le 4 ou le 5, et c'est pour ça que peut-être qu'on suivra un peu plus Kiri. Ça s'appelait, je crois, La Quête d'Ewa, le nom de projet. Voilà, parce qu'il y a tout ça aussi. On reste en suspens sur cette relation-là, même si, bon, au moins la vérité a éclaté, mais ça veut tout dire et rien dire, ce nom de code. Et en tout cas, voilà, c'était du temps où ça avait été tourné. Le 2 et 3, c'est les noms qui étaient sortis. En tout cas, pour l'Avatar 4, il faudra attendre cette fois-ci normalement 4 ans. Hein, c'est prévu pour 2029. Ouais. Donc, à voir si d'ici là, la Avatar Mania sera toujours. Donc, ça veut dire que tu te rends compte qu'il y aura eu 20 ans après la sortie du premier pour arriver au 4. Ouais. Et peut-être un nouveau tournant d'histoire. C'est vrai que c'est. Donc bref, en tout cas, vous l'avez compris, Avatar 3, ça reste un film très divertissant, très très soigné, très propre à voir. Et bien évidemment, c'est une expérience à voir en salle. Ça, je le redirai toujours et je prêcherai à chaque fois les bons films à voir en salle comme celui-ci. En tout cas, c'est un divertissement familial qu'il faut effectivement aller voir en salle. Et c'est peut-être le film à voir pendant les fêtes aussi, amener les enfants, la famille, tout faire, les grands-parents. En tout cas, je sais très bien que beaucoup de gens aiment ces univers-là. Pour vous dire, j'en parlais en off tout à l'heure avec Mathieu. Mes parents que je salue, qui nous regardent tout le temps en vidéo, c'était le 2, ils avaient pris une claque incroyable, mon père avait adoré, ma mère aussi, donc ils auront hâte de voir le 3, j'imagine aussi, donc voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Toi, Virgile, est-ce que tu veux reparler un tout petit peu de la BO? Tu avais évoqué ça en début de vidéo, mais qu'est-ce que tu veux redire sur la BO de ce troisième Non, voilà, c'est vraiment un avis général, mais autant à la fin du 2, je t'ai dit jamais de la vie, j'achète le vinyle du 2 parce que j'ai déjà le vinyle du 1. Et finalement, on te l'a offert. Et finalement, voilà. non, mais je l'écoute avec grand plaisir. Autant le 3, ouais, ça donne envie quand même. Il y a une vraie identité musicale. Il y a un peu plus. Voilà. On ressent un peu plus l'écho Horner. Ouais. Et mention spéciale aussi à l'action ultime que fait Kiri, avec ce fameux esprit qu'elle tue sans vergogne pour la foutre dans la bouche de Spider. Je vais revenir ça parce que je crois qu'on est plusieurs à avoir rigolé dans la salle. Parce que tu vois ça dans le premier où t'as Neytiri qui est là, c'est un esprit très pur, machin et tout. L'autre, elle attrape, elle coupe en deux, elle le fout dans le gosier. Ah ouais, j'étais sous emprise, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, je vais revenir sur ce. Elle aurait pu pisser encore sur la méduse à la fin, mais ils l'ont pas fait. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'ai l'impression qu'il faut que je fasse ça. Ouais, c'est ce que disait James Cameron quand il a réalisé le film aussi. Je sais pas pourquoi il faut que je le fasse cette histoire, je l'ai déjà faite, mais faut que je la fasse. Donc c'est le Avatar 3, c'est le bigger and louder du Avatar 2, avec un peu moins de contemplatif et beaucoup plus d'action, et je trouve que ça aide le film plus qu'autre chose. Je pense que ça aurait été un troisième Avatar aussi contemplatif que le 2 en tout cas, même si le premier le reste, mais le 2 pour moi, il y avait des séquences vraiment très très longues. J'ai regardé mon docu-fiction, et mais voilà. Mathieu, veux-tu rajouter une dernière chose avant qu'on se quitte et qu'on se souhaite un joyeux Noël? Merci Mathieu. On a eu quand même une année riche en films intéressants. Comme on ne fera pas le top 5, moi je ferai une petite vidéo. Donc malheureusement, comme vous voyez la note, je risque pas de mettre Avatar 3 dans mon top. Parce que tu as beaucoup de 4 et 4,5, comme tu m'as dit. Oui. Ouais. Est-ce qu'il y a un 5? Non, il n'y a pas de 5. Pas de 5 cette année. Le film parfait n'existe pas. Donc, voilà. Mais Avatar, ça peut être toujours intéressant quand tu t'intéresses aux effets spéciaux de toute façon. Oui, en tout cas, Avatar, c'est un 5 en termes d'effets visuels, il n'y a rien à dire. Depuis celui de 2009, ils ont T'avais jamais mis combien, battus. Mathieu, au 2? Alors toi, il n'était pas avec nous sur la vidéo. On l'avait tourné en live en plus. Ouais. Mais pour moi, donc, le 1 c'était 4 sur 5 et le 2 c'était 3 sur 5. Donc celui-là, comme le 2 en mieux, c'est-à-dire comme le 1 en moins bien.
Ouais. C'est Et exactement tu ça. vois, là, si je devais renoter le 2, je lui mettrais 3 aussi, au final. Ok, Ouais, un point. très bien. Non, moi, ma note n'a pas. Enfin, ouais, j'ai mis 375, ce serait plutôt un 3,5, un 3, un 3,5, le 2, effectivement. Et le premier, ça resterait un bon 3,5 aussi. Enfin, les notes se chevauchent rapidement, mais c'est juste que dans l'ensemble, effectivement, j'ai vraiment pris plaisir à voir ce 3. Peut-être parce que T'as j'avais qu'à faire des aussi notes sur 10. moins d'attentes par rapport à celui d'avant. Et le premier, bon, on l'a découvert sans avoir d'attente particulièrement. C'était une Et évolution. redécouvert, parce qu'on l'a Et vu, redécouvert. On je l'a vu crois que je l'ai vu plusieurs fois. 5 fois dans toutes ses versions. Incroyable, incroyable. Ouais, Bon, effectivement, comme disait Mathieu, je reprécise qu'effectivement, cette année, il y aura. Alors, je dis sûrement parce que des fois, je change d'avis et je trouve une idée incroyable, mais je pense pas que je fasse effectivement de vidéos Rivewind 2025. Tout simplement, vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne, je suis jeune papa depuis cette année et je n'ai pas vu assez de films pour me donner un top 10. Hein, même j'en parlais avec Mathieu, j'arrive même pas à trouver un top 5, donc c'est pour vous dire. Donc, je vous demanderai pas de faire de top cette année, mais on se retrouvera dans d'autres vidéos. L'année prochaine, il y a des choses très cool qui vont sortir aussi, donc j'espère qu'on aura l'occasion aussi de faire en aparté des live sagas. Je pense que notamment, je ferai un live saga sur la saga Toy Story, que j'adore, parce qu'il y aura un 5e film incroyablement inespéré et qu'on pensait pas avoir, et moi non plus, mais bon, bref. C'est vrai qu'ils ont surpris avec Toy Story. Donc, bref, voilà, il y aura peut-être d'autres live sagas qui permettra de nous replonger dans des sagas entières et bien évidemment d'autres critiques de films. Et j'en ai déjà parlé sur un fauteuil rouge et j'essaierai de lancer ça dès le début de l'année. Un nouveau format auquel je pourrais inviter aussi un petit peu tout le monde, sans forcément, pour parler nostalgie et pour parler cinéma. Alors, je l'avais appelé Ciné Club. Je l'avais présenté comme Ciné Club, je pense qu'il changera un petit peu de nom. J'avais envie de plutôt appeler ça Nostalgia, je ne sais pas ce que vous en pensez en termes de titre de concept vidéo. En gros, le concept de la vidéo, c'est « Et si le cinéma, c'était mieux avant ?» En tout cas, ça permet... Et si c'était mieux avant. En tout cas, ça me permettrait de parler en duo tête-à-tête de films qui nous ont marqués ou auxquels on a envie de redonner ces lettres de noblesse et de reparler cinéma d'avant et même d'avant ou d'hier. Voilà. En tout cas, ça sera un nouveau concept qui arrivera sur la chaîne et ça popera, voilà, sans forcément de régularité, mais en tout cas, ça pourra arriver n'importe quand en dehors de l'actualité. Suivre l'actualité, c'est toujours cool, mais il faut être carré, il faut être quand même assez méthodique et sortir un film par mois, c'est pas toujours évident quand on a un bébé dans les pattes, bien évidemment, vous comprenez bien. Bon. En tout cas, vous amenez vos bébés voir Avatar s'ils sont assez grands pour aller voir Avatar. Et on vous souhaite de bonnes fêtes. En tout cas, ça sera sûrement la dernière vidéo de l'année. Donc, passez de bonnes fêtes. On se retrouve très très vite en 2026 pour parler cinéma. Virgile va aller se démaquiller, je crois qu'il a hâte. Mathieu va aller se replonger dans ses bouquins, il a peut-être hâte aussi. Et moi, je vais partir sur l'exportation de cette vidéo, parce que là, au moment où vous regardez la vidéo, on a déjà parlé il y a quelques heures, quelques jours. Allez, en tout cas, merci messieurs. On se dit à très vite, à très bientôt. Et puis, écoute, Mathieu va finir sur cette fameuse phrase du 7e argument qu'il connaît par cœur maintenant. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec son cœur. Je te vois. Et effectivement, je te vois. Et moi, je me replonge dans la Pandora et je vous dis à l'année prochaine, messieurs.